Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Ce soir, une vidéo réaction à l'interview de Charles Gave réalisée par la chaîne YouTube Le Crayon. Je mettrai le lien de l'intégralité de cette interview dans la description. Il y a surtout un passage qui m'a interpellé. En gros, l'intervieweur demande à Charles Gave s'il était au pouvoir, quelles seraient les 3 mesures qu'il appliquerait. Il nous donne 3 mesures qui sont assez cash, mais pleines de bon sens. Notamment la 3e qui, bien que simpliste, soit terriblement efficace. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir cette fameuse mesure. Vous découvrirez aussi dans cette vidéo le salaire, j'allais dire le salaire, mais la retraite de notre cher ancien président François Hollande. Je dis même la retraite, ce sera plutôt les retraites, parce que vous verrez qu'il cumule et qu'il se gave bien. C'est d'ailleurs indécent, une chose est certaine, c'est que lui n'a pas de problème pour finir les fins de mois en tant que retraité. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Quitter la France si ce n'est pas déjà fait, en appuyant tout simplement sur ce petit bouton rouge, ça vous prend une demi-seconde et moi ça m'aide beaucoup pour me faire référencer et me motiver à faire de prochaines vidéos pour vous. On commence tout de suite avec l'interview de Charles Gave. Si vous aviez une baguette magique, on peut mettre 3 mesures en France, appliquer 3 mesures en France sur l'économie notamment, qu'est-ce que vous feriez? Oh, ce sont pas difficiles ce que je ferais. La première, c'est que j'interdirais aux fonctionnaires de se présenter aux élections. Ils peuvent se présenter, mais à ce moment-là, ils ne retourneront jamais dans la fonction publique. La France, dans les pays normaux, de démocratie normale, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, si un fonctionnaire se présente aux élections et qu'il est élu, il abandonne la fonction publique pour toujours. Vous ne pouvez pas passer de la fonction administrative à la fonction politique. Aller-retour, si vous faites battre, vous amène dans l'inspection des finances, il faut que vous avez votre carrière et votre... Donc la première des choses, c'est où les fonctionnaires sont fonctionnaires, et ils restent fonctionnaires toute leur vie, ou ils sortent de la fonction publique pour toujours. Il n'y a pas de retour automatique. Parce qu'en France, aujourd'hui, on a donc puisqu'il n'y a pas de risque à se présenter, puisque vous serez repris dans la fonction publique, dans votre enseignement, dans votre école, etc., c'est tombé. Comme il n'y a pas de risque, à ce moment-là, vous avez dans les assemblées un peu partout, vous n'avez que des fonctionnaires. Et vous serez surpris de constater que les fonctionnaires prennent des mesures favorables aux fonctionnaires. Ouais, bah, c'est assez logique, ça fait sens comme on dit. On comprend donc que mécaniquement, dans la mesure où un fonctionnaire qui veut entrer par exemple en politique n'a aucun risque dans le sens où, quoi qu'il arrive, il retrouvera son emploi derrière. Alors d'une part, en termes de challenge, il y a un peu plus motivant, parce que si on lui disait écoute, si tu pars en politique, derrière c'est terminé, tu peux plus retourner dans la fonction publique, donc tu as intérêt à être bon dès le début, alors que là, les mecs, ils ont zéro pression quand on leur dit si tu veux aller faire un petit tour, par exemple en politique, vas-y, tu verras ce que c'est, si ça te plaît ou pas, bon, tu fais 1 an, 2 ans, puis quand tu te fais chier, tu peux revenir, tu peux redevenir prof, ou tu peux redevenir ce que tu veux, quoi. Enfin, dans la fonction publique, ton poste t'attend bien au chaud, t'inquiète, de toute façon il y a la sécurité, il n'y a aucun souci. Donc niveau challenge, je veux dire que c'est assez minime. Et de ce fait-là, comme je disais, mécaniquement, il y a une surreprésentation de fonctionnaires à des postes d'élus, parce que, contrairement par exemple à un chef d'entreprise qui bosse et qui se dirait tiens, je vais vouloir faire de la politique, par contre je vais devoir mettre mon entreprise en stand-by, donc peut-être que je vais avoir une perte de chiffre d'affaires, même si je la mets en gérance, etc., etc. Le manque à gagner est énorme, le risque pris est énorme, et donc forcément on en voit de ce fait très peu en politique, et les personnes finalement qui nous dirigent et qui nous dictent les lois sont principalement des fonctionnaires, et ces derniers vont avoir tout intérêt à aller dans leur sens, et donc favoriser leur classe, plutôt que forcément créer des lois pour favoriser par opposition les personnes non fonctionnaires, que ce soit les salariés, les chefs d'entreprise, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la représentation nationale, c'est massivement des gens issus de la fonction publique, et ça n'a plus rien à voir avec le pays. Encore une fois, ce n'est pas une démocratie. Les fonctionnaires ont organisé un système où ils contrôlent le système en élisant eux-mêmes ceux qui contrôleront le système. C'est quand même stupéfiant. Première des choses, donc, le fonctionnaire, il peut se présenter, mais ensuite, il sort de la fonction publique pour toujours, il ne reviendra jamais. C'est une mesure qui existe partout. Il n'y a qu'en France qu'elle n'existe pas. Donc, ça, c'est la première des mesures. Oui, donc c'est ce qu'il dit toujours, c'est qu'il y a une certaine consanguinité dans le système des gens qui nous dirigent.
On constate vraiment donc une histoire de copinage où le pouvoir reste entre les mains des mêmes personnes, de la même classe de personnes, et de ce fait-là, bah, ils se rendent service dans tous les sens, ils prennent des décisions qui les arrangent, qui les favorisent, tout en mettant de côté une classe de la population qui, elle, crée de la valeur, qui se casse le cul à bosser, et que ce soit aussi bien les salariés du secteur privé ou les chefs d'entreprise et entrepreneurs, qui créent de la valeur, qui créent de la richesse, mais qui sont juste là pour se faire traire, pour se faire essorer, pour alimenter ce système pourri, quoi, finalement, qui paye des gens à rien foutre. Alors, je dis pas que tous les fonctionnaires sont payés à rien foutre, mais j'ai rapidement regardé l'évolution du nombre de fonctionnaires depuis 2000. Donc, en 2000, il y avait à peu près 5 millions de fonctionnaires en France. Aujourd'hui, en 2023, pardon, ils étaient 5,7 millions. Sachant que les années 2000, c'est l'explosion un peu de tout ce qui est ordinateur, système d'information, internet et compagnie. Aujourd'hui, on a les fonctionnaires, ça bosse quand même pas mal dans l'administratif. Y a qu'à voir. Moi, j'ai refait mon passeport là il y a pas longtemps. Je suis allé à la mairie. J'avais rendez-vous. Faut prendre rendez-vous parce que sinon ils sont débordés, ils savent pas gérer. Donc faut prendre rendez-vous. J'ai pris rendez-vous. Et je suis arrivé, il y avait peut-être 8 bureaux, j'étais le seul qui était là, et donc il y avait une nana, ça avait l'air de la faire chier que je lui demande un passeport, et il y en avait 7 autres qui se racontaient leur week-end en train de boire un thé derrière, les bras croisés. Donc voilà, tous les fonctionnaires ne sont pas bons à mettre à la poubelle, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, il y aurait très forcément possibilité de réduire le nombre de postes administratifs qui sont en doublon, triplon, quadruplon, je sais même pas si ça se dit, pour l'optimiser, et ces gens-là qui seraient mis sur le carreau de postes inutiles, bah, les mettre à faire des choses utiles, justement, les faire bosser un peu de leurs mains, et les mettre au taf sur des postes qui en valent la peine, ou alors les basculer dans des secteurs qui en auraient bien besoin. Alors, par exemple, l'éducation, on voit qu'il y a des classes qui sont surchargées, les profs ils savent plus quoi faire, ils se retrouvent avec des gamins intenables, etc. Ils les envoient vers l'éducation nationale. Pareil dans tout ce qui est hôpitaux, ils mettent du monde dans les hôpitaux. Tous les corps d'état de fonctionnaires ne sont pas, je vais pas dire pas à blâmer, parce qu'ils ont raison, les mecs, finalement. Le fonctionnaire, il trouve son taf en mairie, en machin, il fait un taf. Jacqueline, Robert et Micheline, ils font le même boulot, mais bon, finalement, on est tous payés, donc pourquoi se plaindre? On le fait à la cool, quoi. Et en même temps, c'est eux qui ont raison, c'est eux qui sont intelligents. Maintenant, c'est une sorte de gangrène du système, une gangrène financière du système qui pompe de l'argent à finalement tous ceux qui travaillent vraiment. Et on se rend bien compte que le système est à bout de souffle, et que le pays est surendetté, et que cette dette explose d'année en année, est devenue ingérable. Et la constatation, c'est que, il le dira après, c'est que tous les gens qui créent de la valeur, ils sont en train de se casser. Moi, je suis à mon compte, je suis indépendant, je me casse. De toute façon, il n'y a que ça, des témoignages d'indépendants qui disent que voilà, ils sont saignés, archi saignés. Alors on veut bien se faire saigner jusqu'à un certain point. À un moment donné, on en a marre. Soit on ferme la boîte pour faire autre chose, soit se mettre dans le salariat, soit devenir fonctionnaire. Enfin, personnellement, c'est pas ce que je souhaite. Mais la solution ultime, c'est vraiment de se barrer et de quitter la France. La deuxième des mesures que je prendrais, c'est que, comme De Gaulle en a montré l'exemple, tout fonctionnaire qui a travaillé dans la fonction publique a droit à une retraite de la fonction publique, payée par les impôts. Et une seule. Choisis laquelle? De Gaulle avait choisi sa retraite de colonel. Quand il est parti. Je vois pas pourquoi des fonctionnaires doivent avoir 14, 15, 12, 10 retraites, toutes payées par les impôts. Ils n'ont pas travaillé 14 fois plus que dans le secteur privé. Hein. Or, il y a un plafond aujourd'hui quand même. Mais regardez simplement le nombre de retraites que touche Hollande. Maire de Tulle. Je fais une petite pause là au milieu. Et donc il dit qu'effectivement il y a des cumuls de retraite pour les fonctionnaires. C'est à pondérer. Hein. Alors pour ne pas aller que dans le sens de Charles Gave, j'ai regardé, il y a des plafonnements en fait de ces retraites en fonction de est-ce que vous gagnez plus de 160% du SMIC. Enfin bref, il y a des calculs à faire. J'ai regardé 2-3 cas concrets de calcul. Donc ça dépend des cas. Il y a des cumuls de retraite de fonctionnaires. Maintenant, c'est pas pour tous, mais bon, l'exemple qu'il va donner de Hollande, bon là, c'est vraiment le pire du pire, et ça fait un peu halluciner. Mais c'est vrai que quand on a un fonctionnaire qui est à la retraite, qui touche
des retraites de 10 sources différentes, est-ce que au cours de sa vie, il a bossé 10 fois plus qu'une personne du privé? Ben évidemment que non. Et pourtant, c'est quand même payé, c'est payé par les impôts. Conseiller général, député, ministre, président de la République. Je crois que j'avais fait les calculs, j'avais fait un article, il s'appelait la retraite de Monsieur Hollande. Je crois que c'était, je touchais, il devait être à 350 000 euros par an, oui. De retraite, payée par nos impôts, pour ce type qui a fait des conneries. Ouais, voilà. 350 000 balles par an. Tranquille. Ah putain. Bah il est bien, ça va. Donc ouais, je pense que ça va, il est pas au pas sec et à l'eau. Le François Hollande, de toute façon, ça se voit, il est bien portant. Et encore ça, c'est que la retraite, hein. Après, comme c'est un ancien chef d'État, il a un chauffeur, sa sécurité doit être assurée, voiture de fonction, donc chauffeur, payé par l'État. Voilà, déplacement institutionnel, représentation officielle, logement. Un ancien président dispose d'un logement de fonction mis à disposition par l'État. Souvent un appartement ou une résidence dans un lieu prestigieux, tel qu'un hôtel particulier ou un château. Voilà. Le logement de l'ex-président doit être adapté à sa dignité et ses fonctions représentatives, mais ce n'est pas un privilège indéfini. Personnel d'accompagnement, frais divers, déplacements internationaux, enfin bon, bref. Donc ils sont pas mal, quoi. Ils sont pas mal. C'est quand même étonnant. Non mais sans blague, ça veut dire que je devrais un capital de 40 millions pour avoir une retraite de 350 000. Donc il faudrait imposer M. Hollande de 2% sur son capital virtuel, qui est les retraites qu'on va lui payer maintenant à sa jeune femme. Donc deuxième truc, vous êtes fonctionnaire, vous avez droit à une seule retraite, point barre. Vous pouvez cotiser à des retraites par ailleurs du secteur privé, mais vous pouvez pas toucher des retraites qui sont garanties par les impôts. Ça me semble un truc qui serait normal, ça aussi. Donc il dit, vous avez droit à une seule retraite, vous choisissez. Et comme il dit, c'est le cas dans d'autres pays, quoi. En fait, il n'y a qu'en France où, a priori, on peut cumuler, on peut se gaver sans problème. La troisième chose qui me serait tout à fait indispensable, c'est qu'avoir un audit des dépenses de l'État. Charles Pratt, par exemple, dans ses livres, a montré quelque chose d'intéressant, c'est que en France, nous sommes, je crois, 68 ou 69 millions de citoyens, et il y a 76 millions de cartes vitales. Une question qui m'intéresserait, c'est qui sont ces 7 millions de cartes vitales qui apparemment dépensent abondamment dans nos pharmacies et chez nos médecins. D'autant plus que tant que les enfants n'ont pas 18 ans, je crois que les enfants sont sur la carte vitale de la mère, mais je me trompe peut-être. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fraude absolument gigantesque dans tout l'appareil industriel français. Et vous avez 490 hautes autorités, grands conseils, plans de ceci, plans de cela, où il y a des gens qui touchent, qui sont là, qui sont mis là, comme Bayrou Secours avait été mis au plan, où il avait... Alors je fais une pause là. Bon, il parle des cartes vitales, qu'on est 68, 69 millions et qu'il y aurait 76 millions de cartes vitales en circulation, donc ça ferait 7 millions de cartes en trop, d'où des fraudes, etc. Je vous inviterai à lire le petit encart en fait qui est mis à chaque fois par la chaîne Le Crayon, qui remet les choses dans leur contexte. Alors après, à voir qui a raison, qui a tort, c'est toujours compliqué. Il disait en substance que ce nombre, en fait, de ce delta était grandement réduit et que le surnombre de cartes vitales par rapport à la population comptabilisait aussi les cartes perdues, etc., etc. Qui croire? Je ne sais pas. Après, dire qu'il n'y a pas de fraude à l'assurance sociale en France, ce serait dire une belle connerie parce que voilà, il y a de la fraude. Mais bon, là, difficile à quantifier quand même, difficile à quantifier. Par ailleurs, il nous parle de gestion administrative du pays au niveau de la réglementation, du normatif, des contrôles, etc. Enfin, d'appareils, pas d'appareils d'État, mais de fonctionnaires administratifs, c'est voilà, pour englober un peu le truc, dont la tâche est souvent réalisée en doublon, triplon. Tout ça pour dire qu'il y aurait moyen de couper dans le gras de tout ça et d'avoir beaucoup moins de personnes pour la même finalité et donc faire des économies substantielles à ce niveau. Les voitures de fonction, etc. Il a multiplié par 7, je crois, le coût du plan, qui sert à rien, pendant les années où il y était. Donc, il y a des gens qui doivent se gorger
de trucs publics, donc je voudrais voir qui dépense le pognon, où et pourquoi. Et à ce moment-là, on pourra se présenter devant les Français en disant, vous savez, peut-être avoir un haut conseil à la concurrence entre les fonctionnaires, c'est pas vraiment indispensable. On pourrait le supprimer, son président, sa voiture de fonction. Un haut conseil. Ouais, donc voilà, donc en gros, il parle de haut conseil à ceci, haut conseil à cela, des mecs qui se branlent payés par les impôts, pas forcément utiles, et cet argent pourrait être mis à contribution dans des projets un peu plus intéressants et utiles pour la population française. Bah ouais, c'est bon, c'est un peu le cliché et la caricature de l'administration lourde française, pas vraiment efficace et pas vraiment utile non plus. Au contrôle des bonbons qu'on donne aux enfants. Oui, je veux dire, c'est quand même, il y en a même 490. Ça doit représenter des centaines, mais littéralement une centaine de milliards. 490 quoi? Hautes autorités, grands conseils. Regardez aujourd'hui dans les hôpitaux, vous avez une autorité, je crois, départementale, une autorité régionale, une autorité nationale, ça s'appelle je sais pas comment, et chacun fait des rapports à l'autre en montant comme ça. Il y a 50 ans, il n'y en avait aucune des trois qui existait. À quoi ils servent? À rien. Voilà, donc là, il prend l'exemple de l'hôpital, en fait, avec différents niveaux de hiérarchie, départementale, régionale, etc., qui servent à se branler la nouille, hein, et donc il le dira juste après, mais finalement ce budget-là au niveau de la santé qui est cramé dans des gras de papier, eh ben, il serait bien plus utile à être dépensé intelligemment pour des praticiens, pour des gens qui soignent les autres, qui soignent la population. Là, rien que regardez, pour avoir un rendez-vous pour une imagerie médicale, une échographie ou un truc comme ça, vous êtes blessé. J'ai mon beau-frère qui s'est blessé il y a 2 jours, là il est à l'arrêt, il peut pas travailler. On lui a donné, il s'est fait une déchirure sur un mot, un truc à la con, il a pas fait le fou. On lui a donné une date d'échographie mi-mai, on est début avril. Donc dans 1 mois et demi. Ouais, ok, super. Vive la France, hein, le système santé français comme ça. En plus, c'est ce qu'on nous met en avant, hein. C'est mais attendez, en France, on a un système de santé, attention, on a la carte vitale, attention, on est bien lotis. Ouais, on est super bien lotis, effectivement. Il n'y a rien. Mais ça bouffe 40% du budget de la Sécu. Donc maintenant, on ferme des hôpitaux pour ouvrir des postes de garde-papier. Donc voilà, en conclusion, malheureusement, rien de très positif, hein, mais ces 3 mesures de Charles Gave sont pas déconnantes. Quoi qu'il arrive, il serait opportun de mettre un contrôle un peu plus rapproché des dépenses publiques. Mais bon, il n'y en aura jamais, comme il le dit, de toute façon, c'est un système qui est géré par des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que on en sache trop sur la gestion financière de l'État. Donc voilà, donc là, si vous voulez continuer à vous faire poncer, à vous faire plumer, restez ici, il n'y a pas de problème. Faites-le avec le sourire, mais viendra un moment où, quoi qu'il arrive, il n'y aura plus assez de valeur de créer dans le pays, il n'y aura plus assez de gens qui bossent réellement, et donc ils ne sauront plus où aller piocher, et c'est le système qui va mourir de lui-même, tant mieux. Alors on me dit souvent, ouais non mais attends, il faut rester, faut se battre. J'ai pas eu de réponse d'ailleurs d'un commentaire où je lui demandais, mais attends, faut se battre contre qui? On défend qui finalement? Je disais, faut défendre le pays, mais moi je m'en fous de défendre l'État, j'en ai rien à foutre de l'État. Défendre le pays, c'est différent. La France, je suis attaché à la France, j'aime la France, le pays de la France, oui, mais l'État et tous ces guignols. Voilà, c'était la petite vidéo des 3 mesures de Charles Gave en cas d'arrivée au pouvoir de Monsieur Gave. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ces mesures un peu excessives, un peu extrêmes. Pour ma part, je trouve que c'est pas déconnant. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.